Bonjour à tous et merci de passer la parole. Je suis honorée de faire partie de ce panel qui nous donne l'opportunité de parler de la psychologie. C'est un sujet assez isolé dans notre contexte, dans le contexte africain. Et aujourd'hui, nous allons un peu nous étendre dessus, du moins sur le temps qui nous est donné. Alors, nous parlons de la nouvelle pensée psychologique africaine, des acquis historiques et des perspectives. Nous avons été inspirés par notre parcours académique. Nous avons fait dans une université d'État du Cameroun notre parcours de la première année jusqu'à la fin dans le domaine de la psychologie. Et nous avons été marqués par le fait que beaucoup d'auteurs d'ailleurs, beaucoup d'autres scientifiques avant nous ont relevé, c'est l'absence, je dirais, tout de go, d'une pensée psychologique africaine. Il nous est enseigné des concepts, des méthodes qui viennent de l'Occident, à partir de la définition même de la psychologie, l'étude des comportements et des processus mentaux, une étude bien standardisée. Nous avons déjà l'idée que les particularités africaines ne peuvent pas véritablement être capitalisées. Donc nous sommes partis de ce vide-là et nous nous sommes posés, nous nous sommes interrogés, mais en tant que scientifiques, nous étudions la psychologie, nous avons fait le tour. Et d'ailleurs, dans les travaux et les tests que nous avons l'habitude de lire, de voir et même de faire, les principaux appuis théoriques, les principaux appuis méthodologiques que nous avons, ce sont des appuis qui nous viennent de l'Occident. C'est ce qui nous est enseigné en Occident. Par exemple, dans le domaine de la psychologie sociale, on va vous parler des modèles par excellence, des représentations sociales, des attributions. Dans le domaine de la cognition, vous allez avoir les dissonances cognitives. En fait, plusieurs d'entre nous connaissent ici des concepts qui reviennent pour analyser les réalités de notre contexte sous plusieurs facettes. Et la difficulté que nous avons trouvée en cela, c'est que même si le contexte nous permet d'avoir des spécificités, parce que nous avons utilisé par exemple une théorie comme la théorie de représentation sociale pour savoir ce que, par exemple, les planteurs pensent du cacao. Ça, c'est une thèse qui a été faite à l'université de Yaoundé. C'est un exemple parmi tant d'autres. On se rend bien compte que les théories et les concepts que nous utilisons et qui nous ont été enseignés, que nous avons intériorisés et que maintenant nous utilisons machinalement, nous permettent uniquement de faire ressortir des spécificités qui minimalisent un peu le fond même, qui minimalise un peu l'utilité même que pourrait avoir la psychologie dans notre contexte. Et nous nous sommes donc appuyés sur un problème, le problème que nous avons relevé pour nous passer l'absence d'une pensée psychologique en Afrique. Et nous nous sommes demandé quelle pensée psychologique pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, en partant du fait que lorsque nous lisons les travaux de Cheikh Anta Diop et de bien d'autres, l'antériorité de l'Afrique a été démontrée. L'antériorité des peuples, des civilisations africaines a été démontrée. Mais ces peuples-là qui ont connu des chocs, qui ont eu des difficultés, autant au niveau micro, c'est-à-dire individuel, que macro, c'est-à-dire en termes de communauté et autres, comment est-ce qu'ils ont fait pour les gérer? Où est-ce qu'ils trouvaient la ressource? Mais s'ils ont eu des ressources pour arriver jusqu'au niveau où on est actuellement et où les choses sont plus difficiles, ça veut dire que quelque part, il y avait une pensée, même si on ne l'a pas appelée pensée psychologique, mais il y avait des moyens de résoudre des problèmes tant au niveau individuel que communautaire, en partant de l'idée que chaque démarche qui permet de rétablir l'équilibre psychique, c'est une psychothérapie. C'est ce que nous pensons. Donc, il n'est pas possible d'exclure l'Afrique de la pensée psychologique. Mais alors, pourquoi est-ce que cette pensée psychologique est absente? Ou alors, est-ce qu'il n'existe vraiment pas
de pensée psychologique, puisque dans les curricula, dans tout ce que nous avons à notre disposition, dans nos cadres académiques, dans ce qui est enseigné à nos étudiants et qui est mis en pratique par les psychothérapeutes après sur le terrain, nous n'avons rien qui relève des contenus africains. Donc nous sommes partis des causes. Qu'est-ce qui a pu amener à ce qu'on en arrive là, à ce qu'il n'y ait pas, ou qu'on remarque, nous pouvons dire entre guillemets, l'absence de pensée psychologique. Je vais juste rappeler les choses que beaucoup d'entre nous savent déjà, la colonisation. Et Nobles, qui est un éminent chercheur dans le domaine de la Black Psychology, donc African Psychology, lui va même plus loin en parlant de l'esclavage, en ce qui concerne surtout les populations américaines qui ont été. Donc la colonisation qui a participé à déshumaniser, à dépersonnaliser les peuples africains et à dévoyer la vision africaine que nous avons, la vision africaine du monde, à dévoyer les Africains de leur vision du monde. Et puis cela a eu un impact évidemment sur la formation académique qui a été institutionnalisée par les colonisateurs, si on les appelle comme ça, et qui a fait en sorte que nos formations académiques soient uniquement appuyées sur les contenus occidentaux centriques. Et maintenant, nous arrivons à notre problème. Et les conséquences sont là. L'absence de la pensée psychologique africaine qui entraîne une acculturation scientifique au niveau des chercheurs, au niveau des anciens. Ce qui nous est enseigné, nous devenons comme des perroquets, nous n'avons plus la possibilité de produire. Donc nous entrons vraiment dans un processus d'acculturation. Nous devenons comme des récipients qui reçoivent et qui ne peuvent pas transmettre. Et puis nous avons une autre conséquence, c'est que nous appliquons maintenant, suite à la culturation scientifique, une psychologie de sous-traitance. Nous résolvons juste des tout petits problèmes, nous disons des choses qui ont déjà été dites dans un autre, juste en changeant les personnages, parce que ça a été dit dans tel contexte, maintenant nous débordons juste pour venir voir est-ce que ça aura du sens dans notre contexte. Et puis, il y a aussi une autre conséquence qui, celle-là, est plus pratique, parce que la psychologie a un but, elle vise à aider, elle vise à maintenir l'équilibre des individus et des communautés. Et les pratiques psychologiques deviennent inadaptées, parce que puisque nous avons des contenus qui nous viennent d'ailleurs, ceux à qui ces contenus-là sont destinés ne se reconnaissent pas. C'est pour ça que vous avez des psychologues qui peuvent vous dire que quand on leur propose la solution d'aller voir un psychologue quand ils sont en situation, quand quelqu'un est en situation difficile, il va se retourner vers une autre solution. Parfois, quand on voit les cheminements thérapeutiques ou psychothérapeutiques, on va se retourner vers le marabout. Le marabout qui a justement un rôle, qui joue ce rôle de psychologue là, parce qu'il joue le rôle de l'écoute. Et en jouant le rôle de l'écoute, il permet à l'individu, et il permet à la communauté, lorsqu'il est consulté, de se décharger. Il permet à la communauté de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tel ou tel problème. Donc, voilà les conséquences. Et lorsque nous engageons maintenant à définir, c'est-à-dire à partir de tout cela, de toutes ces difficultés-là, comment rebondir, que proposer. Et nous avons fait une revue narrative. Et à partir de la revue narrative, nous avons pu voir qu'il y a des gens qui travaillent sur la psychologie africaine, il y a des gens qui disent des choses sur la psychologie africaine et que nous pouvons capitaliser. D'abord, à partir du sens, nous pouvons aller au-delà de simplement étudier des processus mentaux, des comportements, pour ajouter que dans la perspective africaine, cela doit se faire sous le prisme de la pensée africaine. La pensée africaine qui conçoit l'humain comme dépendant de son environnement. Nous ne pouvons pas apporter des solutions à un individu, à une communauté qui sont en difficulté sans tenir compte de l'environnement visible
l'environnement invisible, sans tenir compte du naturel et du surnaturel, et en tenant compte, en considérant que la communauté est constituée de ceux qui sont partis, c'est-à-dire les morts qui ne sont pas morts, et de ceux qui constituent toujours les contemporains. Donc, nous avons pu définir plusieurs éléments dans l'article. Si vous avez l'opportunité de le lire, vous verrez qu'il y a des principes fondamentaux sur lesquels la psychologie africaine devrait s'appuyer. Et il y a également les écoles de pensée à travers lesquelles il est possible de développer la psychologie africaine. Parmi, je peux m'attarder un peu là-dessus, parmi ces écoles de pensée, il y a l'école radicale qui rejette complètement la perspective occidentale-centrique et l'école de la réforme qui n'est pas exclusive mais qui tient compte des acquis pour les capitaliser tout en valorisant la psychologie africaine. Et maintenant, nous allons conclure en donnant des perspectives à travers lesquelles la psychologie africaine, et nous disons que beaucoup d'autres disciplines peuvent aussi se projeter à travers le dépassement des limites paradigmatiques qui nous ont été fixées par l'Occident ou alors par des mécanismes qui n'accusent pas directement l'Occident mais que nous continuons de perpétuer. Et dans ce cadre-là, il est possible de capitaliser beaucoup de disciplines qui travaillent dans le contexte de l'Afrique. Il est possible d'utiliser, de capitaliser par exemple l'anthropologie, les études sur les rituels. À partir des rituels, il est possible de comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise telle ou telle méthode, par exemple dans le processus de deuil, le processus pré-mortem, post-mortem, et même pendant le deuil, la manière dont on entoure des familles qui ont perdu un être chez les rituels qui sont appliqués, quel est le sens que nous leur donnons et comment est-ce que nous pouvons les capitaliser pour aider des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de crise. Nous pouvons utiliser l'archéologie, par exemple des études à travers l'archéologie, nous voyons que les œuvres africaines ont un caractère tellement exceptionnel que plusieurs ont été déroutés pour être exposés dans des musées en Occident et font partie aujourd'hui des processus de restitution. Donc c'est dire que là où les Africains, parce que nous pouvons citer ce psychologue-là, Carothers, qui disait que l'intelligence de l'homme africain évolue jusqu'à 7-8 ans. À partir de 8 ans, il n'y a plus d'intelligence. C'est une réalité. Et lorsque nous faisons une comparaison, par exemple, avec la théorie de Piaget, quand vous voyez les stades de développement de l'intelligence, 8 ans, c'est l'âge des préopératoires. C'est-à-dire que l'enfant apprend à faire des opérations, il apprend. Vous voyez jusqu'à quel niveau. Mais en regardant les œuvres, les vestiges qui nous sont mis en exergue à travers l'archéologie, nous pouvons voir à quel niveau d'intelligence l'Africain se situe. Est-ce qu'il faut le situer à ce niveau-là? Est-ce qu'il ne faut pas redéfinir les théories de l'intelligence? Nous pouvons également utiliser la théorie de la philosophie africaine qui est immense en termes de potentiel pour la psychologie africaine et que nous pouvons exploiter. Donc nous disons que nous avons beaucoup à faire et cela va participer à reconstruire les identités brisées et défaites par l'esclavage et la décolonisation. Je vous remercie.